Bonjour à tous, Eric Henault, voilà, donc excusez-nous pour aujourd'hui, ça va être un petit essai pour tout le monde. Vous êtes quand même pas mal de participants et je vous félicite parce que pour un lundi de Pâques, c'est sympa comme tout d'avoir beaucoup de monde sur ce e-learning. Donc l'électricité, c'est assez large. On peut parler d'installation, on peut parler de dépannage, mise aux normes. Donc je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de questions. Et je pourrais peut-être pas répondre à tout le monde aujourd'hui, ou on verra peut-être, on verra avec les libricoles si on peut refaire d'autres sessions avec des thèmes. Voilà, donc ce que je vais vous demander, c'est individuellement de lever la main numériquement pour qu'on vous donne la parole et je vais essayer autant que possible de pouvoir vous répondre au maximum de mes compétences et de mes capacités aujourd'hui et du temps qu'on va essayer d'allouer à chacun pour pouvoir répondre à vos problèmes. Voilà. Donc, s'il y a une personne qui veut tout de suite lever la main pour une question, alors je pense qu'il y aura peut-être des questions qui vont se ressembler. Donc, à ce moment-là, comme tout le monde entend, ça pourra peut-être répondre à vos problèmes individuellement. Voilà. Donc, si quelqu'un veut se lancer pour poser une question, pas de problème, je suis à votre écoute. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Isabelle. D'abord, merci d'organiser ces sessions à distance. Je suis une fan de vos cours. J'en ai pris pas mal à Paris avec Mhm. beaucoup de succès. Donc voilà, j'avais pas de questions particulières sur l'électricité, qui est un domaine où je ne connais strictement rien. Mais Oui, comme il était possible de participer en écoutant un peu ce qui se disait, je me suis dit que ça me donnerait certainement des idées et que les questions viendraient peut-être au fil de la séance. Voilà, merci. d'accord. En attendant, on travaille avec la société Schneider, qui est assez connue sur le territoire français, qui est quand même un des plus gros fabricants de matériel électrique, aussi bien dans ce qu'on appelle la logique câblée, c'est-à-dire de l'électricité simple, comme par rapport à la domotique, qui est quand même le cheval de bataille en ce moment pour se différencier dans le métier de l'électricité. Donc, ils ont créé un petit quiz qui est sympa comme tout, qui nous permet de pouvoir voir si votre installation est aux normes dans un premier temps et de pouvoir pallier à certains problèmes qui peuvent arriver tout au long de l'année chez vous. Voilà, donc je vais vous le partager. Voilà, tout le monde, je pense, doit le voir. Donc, il se présente sous cette forme-là, c'est chez Schneider. Donc, testez votre installation électrique. Je crois que vous avez le lien aussi sur le site de Libricole, a priori. Donc, vous avez un petit onglet tester la sécurité de votre installation. Donc, vous allez cliquer dessus, commencer le questionnaire. Et là, il va y avoir un défilé de questions, donc qui est pas mal visuel, parce que par rapport à vos compétences d'électricien. Voilà, et de pouvoir vérifier déjà dans un premier temps si votre disjoncteur, ce qu'on appelle le disjoncteur abonné, c'est-à-dire que le disjoncteur qui est le général qui est livré par l'EDF, est une ancienne génération. On a encore des installations avec des disjoncteurs, vous voyez sur la petite photo, celui de gauche, là, en noir, qui sont des disjoncteurs qui datent des années 60 par rapport aux derniers nés qui sont plutôt à droite, vous en blanc, là on marque Schneider naturellement. Donc si vous avez un de ces quatre-là, vous pouvez déjà estimer je dirais la date d'installation de votre installation si elle risque aussi de ne pas être aux normes. Donc on vous pose la question, votre disjoncteur de branchement se déclenche-t-il souvent sans raison apparente? Oui ou non? Ce genre de disjoncteur, avec l'expérience professionnelle, ne déclenche pas très souvent. Alors moi, je vous donne quand même quelques petites recommandations, c'est au moins de le déclencher une fois dans l'année. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous avez tout un système mécanique de ressort et ce système, ce qu'on appelle nous dans nos termes professionnels, qui est une mémoire mécanique. Cette mémoire mécanique, si au bout de 10 ans, le ressort est compressé, jamais il va se déclencher. Ou il se déclenchera difficilement avec un temps de retard et il peut y avoir des gros dégâts par rapport à votre installation. Donc on va considérer, pour pouvoir avancer, que votre disjoncteur de branchement se déclenche sans raison apparente, on va mettre oui par exemple, et on va passer automatiquement à la deuxième, en cliquant sur suivant sur la deuxième page. Ensuite, vous avez sur ces disjoncteurs un petit sigle qui est marqué 500 petit m grand A, c'est 500 milliampères. À quoi ça correspond? Tout simplement ce qu'on appelle au différentiel, c'est-à-dire une protection des personnes en cas de problème électrique sur une machine
Alors, le cas le plus classique dans une installation domestique, c'est la machine à laver dans la salle de bain. Lorsqu'on met la main dessus, on prend une décharge électrique. Alors, cet appareil va, si naturellement il est encore dans les normes, va vous permettre de vous protéger électriquement contre le risque d'électrisation d'une part et ensuite de l'électrocution. Donc, on va considérer que ce disjoncteur de branchement comporte au moins 500 mA. Vous pouvez en avoir aussi qui sont à 650 mA, qui pour moi est une hérésie parce que là, on est vraiment dans une zone mortelle. Donc, c'est 650. Si vous avez un appareil en 650 mA, demandez à votre distributeur, peu importe qu'il soit, qui vous le remplace. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas de les appeler pour leur dire c'est gratuit. Voilà. Donc, on va considérer qu'il y a, c'est présent. On va faire suivant. Et ensuite, vous allez avoir différentes images sur le type de protection électrique que vous avez en tête dans votre tableau. Donc, soit vous avez en haut à gauche ce qu'on appelle le disjoncteur magnétothermique, qui est en fait ce qui est installé aujourd'hui, hein, c'est obligatoire. Ensuite, vous avez le coupe-circuit à fusible, qui se trouve juste en dessous, qui est une génération quand même assez sécuritaire. Et puis, vous avez les anciennes générations, ce qu'on appelle les fusibles porcelaine tabatière pour certains, où là, c'est carrément hors norme, carrément hors norme. Hein. C'est vraiment des gros problèmes, ça ne protège pas. En plus, on ne trouve plus les fils plomb qu'on mettait à l'intérieur, donc on a tendance à mettre un fil en cuivre. De la même façon que sur un fusible, on peut mettre un papier à lui, et dans ces cas-là, il n'y a plus de protection électrique, et c'est tout simplement les fils électriques qui vont se mettre à chauffer et qui vont engendrer un incendie de l'installation. Voilà, donc est-ce que votre tableau est équipé de l'un de ces appareils? Il faut bien vérifier. Donc on va considérer, on va prendre quelque chose de moyen, que c'est un fusible. Faire suivant. Ah, une autre chose importante, c'est ce qu'on appelle la prise de terre. Donc, dans la salle de bain, c'est obligatoire, mais ne serait-ce que depuis 91, c'est obligatoire dans toutes les pièces. Donc, observez-vous un câble jaune-vert raccordé sur la tuyauterie métallique. Alors, si vous en avez, ce n'est pas forcément. Alors, il y a des électriciens qui vous disent oui, c'est hors norme, etc. Et en fait, c'est obligatoire par rapport à la norme. Toute partie conductrice dans une salle de bain doit être reliée à la terre. Donc, il doit y avoir des fils vert-jaune sur les tuyauteries et raccorder un fil de terre qui va directement au tableau électrique. Donc, si ce fil est existant, il ne faut surtout pas le débrancher ni le couper. C'est ce qui arrive souvent chez les plombiers qui disent oh, ben, ça ne sert à rien, donc on le coupe. Voilà, et là, dans ces cas-là, vous n'avez plus de protection, vous n'avez plus par rapport à la personne. Alors, on va mettre je ne suis pas sûr, parce qu'elles ne sont pas forcément visibles. Ensuite, vous avez les prises. Donc, dans le logement, normalement, les prises électriques doivent être toutes équipées d'une fiche de terre. Alors, aujourd'hui, on parle aussi de protection électrique, hein, PE, et non plus de terre. C'est le terme exact au niveau de l'électricité. Donc, là, regardez si vos prises de courant, elles sont avec prise de terre. Mais attention, lors de rénovation, il y a des entreprises, hein, il faut le dire, qui vous mettent ce genre de prise, mais qui vous ne repassent pas le fil de terre qui est inexistant et qui vous disent ah ben ça y est, j'ai mis aux normes, alors que le fil n'est pas raccordé et qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est pas parce que vous avez une fiche de terre que l'installation est aux normes. Donc à bien vérifier. Alors comment vérifier? La chose la plus simple, hein, sans rentrer dans des détails, c'est d'ouvrir la prise électrique, naturellement en ayant bien en amont coupé au disjoncteur, hein, parce que ne vous amusez pas à ouvrir une prise électrique sous tension, et de vérifier qu'il y a bien un fil vert jaune à l'intérieur. Voilà. Donc, on va considérer que la prise électrique dispose d'un puits, elle n'est pas lisse, que la prise dispose d'une broche de terre, on va cliquer, que la prise dispose d'un obturateur. L'obturateur, c'est un petit système mécanique plastique qui empêche aux enfants de pouvoir introduire un objet conducteur à l'intérieur d'un des deux trous et qui peut être très dangereux pour eux aussi. Donc, on va considérer que c'est équipé. Voilà. Et dans certaines installations, c'est les anciennes générations, dans les années 60 à peu près, nous avions des prises avec un fusible en façade qui est complètement hors norme. Ensuite, nous allons passer dans le logement. Certaines de vos prises électriques sont-elles noircies ou chaudes? Alors ça, c'est caractéristique dans une installation qui n'a pas de terre. Lorsqu'il y a un appareil défectueux,
vous avez un retour de courant qui se fait, ce qu'on appelle par le neutre, et automatiquement, le courant va se multiplier, hein. Donc là, dans ces cas-là, bah, on a des fiches qui deviennent, bah, qui fondent ou qui carrément peuvent prendre feu. Donc bien vérifier que vous avez la terre. Donc certaines de vos prises électriques sont-elles noircies ou chaudes? On va considérer que non. Et on va avancer. Et là, on arrive dans le logement. Reconnaissez-vous l'une des situations courantes que vous pouvez avoir chez vous? Alors, une des plus courantes, en bas à gauche, c'est les multiprises sur multiprises. Ça, c'est complètement hors norme, hein. Les multiprises, monter sur une multiprise, en fait, vous multipliez le courant de, de consommation et la prise par elle-même, hein, la dernière multiprise ou la dernière prise prend le maximum et elle peut fondre. Ensuite, vous avez les prises au plafond, montées sur domino. C'est acceptable, on va dire, à partir du moment où c'est en l'air et que les fils sont en bon état. Ensuite, vous avez les multiprises avec une ouverture, hein, qui sont abîmées. Donc ça, naturellement, à partir du moment où vous avez plus de protection électrique, vous avez un risque de contact direct avec ce qu'on appelle une pièce sous tension, donc une électrocution. Celui en dessous, bah ça, c'est le fil électrique d'une rallonge, que lorsqu'on débranche, on tire sur la partie fil et non pas à la prise. On vient, comme ce sont des prises moulées, on vient tirer dessus. Au fur et à mesure, ça vient tirer. On va avoir des fils apparents. Alors, naturellement, c'est pas lorsqu'on va débrancher qu'on va se retrouver naturellement avec un risque, c'est surtout quand on va le brancher. Parce que là, on est en pleine main. Voilà. Donc ça, c'est hyper dangereux et ça arrive souvent sur les aspirateurs. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se déplacer pour aller débrancher. Voilà. Et puis, dernier point, bah, c'est ce qu'on appelle les épissures, c'est-à-dire des fils qu'on vient raccorder à la sauvage sur un autre fil en mettant un bout de Chatterton qui n'est pas un isolant, hein, il faut bien le dire. Hein, à terme, c'est-à-dire sur l'instant T, ça peut être isolant, mais dans le temps, ça sèche, la colle se désintègre et automatiquement, au bout d'un moment, vous risquez un gros court-circuit. Donc, on va garder le plus classique, hein, la multiprise. Et là, on arrive au résultat. Donc là, on va vous donner certaines améliorations apportées. Alors, on vous dit votre installation dangereuse pour les occupants, par exemple. Voilà. Donc, proche du tableau électrique. Donc, on vient cliquer dessus et vous allez avoir un certain nombre de recommandations. Alors, on ne va pas le prendre en détail, hein, parce que ce n'est pas le but de la manœuvre, parce que chacun va avoir en fait un type de défaut. Moi, ce que je vous invite, c'est de reprendre ce petit learning de chez Schneider, de faire vous-même votre évaluation de votre installation et puis de pouvoir répondre à vos problèmes, hein, par la suite. Voilà. Donc, je vais reprendre la main. Voilà, donc suite à ce petit test, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir pour poser des questions ou que je leur apporte quelques informations complémentaires? Alors n'hésitez pas, il y a Isabelle, donc je vais demander à l'administrateur de vous donner la parole. Oui, merci. Ah, c'est recoupé. Pardon. Voilà, c'est bon. Ok. Je me posais la question du nombre de prises qu'on peut mettre sur une multiprise. Je parle d'une multiprise qu'on achète dans le commerce, comme vous nous avez montré, en bon état, bien sûr. Est-ce que c'est 7? J'ai l'impression que c'est le maximum. Est-ce qu'il en existe des plus grandes où on peut mettre plus de prises? Ou est-ce qu'il y a. Enfin, quel est le maximum, s'il vous plaît? Alors, moi, je vais être large là-dessus. Je vais vous dire, il n'y a pas de maximum. En fait, si vous avez un appareil qui est très consommateur, vous prenez par exemple une machine à laver qui va consommer aux alentours de 10-12 ampères. Si vous mettez deux machines à laver sur une multiprise et que vous avez 4 emplacements, la multiprise, elle va griller. Voilà. Donc, c'est en fonction du matériel que vous installez, naturellement. Mais effectivement, la qualité de la multiprise va jouer aussi dans le non-risque d'incendie, on va dire. Hein, tout ce qui est multiprise, honnêtement, en dessous de 10 euros, c'est même pas la peine. Ah. Hein, parce que c'est des systèmes de plastique
Oui. avec des lames en cuivre qui sont déformées, qui sont montées en appui. Je vais vous faire un petit dessin. Alors moi, j'ai la possibilité de vous faire un petit schéma, je vais vous le partager. Voilà, donc en fait, vous avez votre multiprise qui est comme ça. Vous le voyez le schéma pour tout le monde? Oui. Très OK? bien. Donc là, vous avez les prises. Hein. Donc voilà, on va en prendre 4. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une lame de cuivre qui a cette forme-là. Hein. Je vais faire que pour la première prise. Elle a cette forme-là, ici. Voilà. Et de chaque côté, il y a des petits étangs en plastique qui sont là. Mais c'est du plastique, hein. C'est pas du caoutchouc, c'est voilà, qui maintiennent en fait les lames de cuivre. Et à partir du moment où vous avez un courant électrique qui passe dans une matière conductrice, elle s'échauffe. Qui dit échauffement dit déformation. Donc à partir du moment où ça va se déformer, les lames ici vont s'écarter à droite et à gauche. D'accord? Lorsqu'il n'y a plus de courant qui va passer dedans, effectivement, elles vont le refroidir, mais elles se seront déformées. Et au bout d'un certain temps, si j'agrandis une lame, voilà, ici j'ai ma fiche électrique. Vous imaginez que la fiche électrique ne vient plus en contact exactement avec la lame en cuivre. Et là, qu'est-ce qui va se créer? Un arc électrique. Hein, c'est ce qu'on appelle les micro-arcs de chaque côté. Qui dit micro-arc dit échauffement. Hein, c'est comme la foudre. Donc échauffement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire feu. Voilà. Alors, je vais reprendre la main. Hop. Plutôt, moi, je vais essayer. Je dois l'avoir. Hop. Ah, j'arrive pas à l'avoir en grand écran. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors oui, moi j'ai une question. Oui? Donc c'est Florence. Oui? Bonjour. Bonjour. Donc j'ai une prise extérieurement, elle est normale, mais parfois il y a une perte de contact. Le fer à repasser s'éteint. Alors est-ce que je dois faire appel à un électricien ou est-ce que je peux, en démontant la prise, Alors, vous pouvez très bien vérifier par vous-même dans un premier temps. Donc ça veut dire que c'est aléatoire ou c'est au bout d'un moment que le fer a fonctionné? aléatoire? C'est aléatoire. Oui. Oui, donc ça veut dire que vous avez un gros risque de desserrage de ce qu'on appelle de borne. C'est-à-dire un fil qui soit desserré dans la prise. Ou alors que le fil soit défectueux, hein, qu'il soit pas en bon état. Et là, dans ces cas-là, bah, faut peut-être faire appel à un électricien. Mais visuellement, vous pouvez déjà voir hein, s'il y a un problème. Donc, lorsque vous voulez ouvrir une prise, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, première chose à faire, vous coupez au niveau du disjoncteur général pour pas vous embêter. Vous ouvrez la prise, vous vérifiez. Et si c'est desserré, un petit coup de tournevis et c'est reparti. Voilà. Il faut savoir quand même, je donne l'information pour tout le monde, nous, en tant que professionnels, on a obligation dans les entreprises de faire ce qu'on appelle un resserrage de borne annuel. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un courant électrique qui passe dans un matériau conducteur, ça se dilate. Quand il n'y a plus de courant, ça se rétracte, et ainsi de suite, et au bout d'un moment, ça fait un effort mécanique, et les vis se desserrent toutes seules. Et c'est je vais vous dire, sur les incendies d'origine électrique, c'est aux alentours de 15 à 20% l'origine des incendies dans les maisons. Un desserrage de borne. Hein, donc ça peut être aussi bien au niveau d'une prise électrique qu'un tableau électrique, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes, c'est pas dur, hein, si vous avez les compétences et vous coupez l'huile générale, vous ouvrez votre tableau électrique, vous mettez un coup de tournevis sur chaque borne, et puis au niveau de vos prises électriques, naturellement. Maintenant, si vous avez un peu peur, bah, faites appel à un électricien. Il va en avoir pour 1 heure ou 2 heures selon l'importance de l'installation. Ça vous coûtera un petit peu d'argent, mais à la sortie, vous êtes tranquille.
Et je vous dis, hein, au niveau professionnel, hein, dans les entreprises, c'est obligatoire de le faire annuellement. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui? Je voudrais savoir, vous avez parlé avec le petit schéma là, il faut donc une prise spéciale pour une machine à laver, c'est ça? Ah non, pas du tout. J'ai dit que c'était tout simplement quand vous avez une machine à laver, normalement, de toute façon, dans une installation domestique, la machine à laver doit être branchée toute seule sur une prise qui est complètement indépendante des autres réseaux de prises. Ça, c'est normatif. Voilà. D'accord. Voilà. Mais surtout, surtout, ne le faites pas, c'est d'utiliser une multiprise comme rallonge, par exemple, pour une machine à laver. Ça, j'ai déjà vu en tant que professionnel des choses aberrantes, c'est-à-dire les gens qui utilisent une multiprise pour faire une rallonge. Faites appel à un électricien, il vous déplacera la prise électrique et ça sera nettement plus sécuritaire que naturellement mettre une multiprise qui va effectivement pas vous coûter beaucoup moins cher, mais avec les risques d'incendie derrière. D'accord. C'était si la machine à laver est trop loin de la prise, trop loin de la prise, Exactement. il vaut mieux déplacer la prise. Ah oui, ça c'est clair. D'accord. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez une borne? C'est une prise ou c'est autre chose? Ah, un desserrage de borne, c'est-à-dire c'est Borne. l'endroit où il y a la connexion électrique. D'accord. C'est l'endroit où on rentre un fil. Donc, en fait, une prise en général. À une prise, il y a 3 fils. D'accord. Alors, c'est Voilà. quoi? Donc en fait, vous avez 3 bornes sur une prise électrique. Ah, c'est ça, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est l'endroit. Alors, c'est sur les anciennes générations. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, on va dire, c'est peut-être un peu plus, mais moi je préfère être réglo. C'est depuis 2 ans, pratiquement tous les fabricants de matériel électrique, dont Schneider, Legrand, etc., font des prises avec ce qu'on appelle des bornes automatiques. C'est-à-dire que vous dénudez le fil et vous l'insérez directement dans la borne sans avoir besoin d'un tournevis. D'accord. Et ce qui évite justement, c'est des serrages de bornes. Ah, j'ai compris. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour, j'ai une question. Bonjour. Oui, Oui, bonjour monsieur. bonjour. J'avais une question merci beaucoup de nous répondre, sur l'installation d'un éclairage mural dans une cuisine. Oui, Sachant que c'est un mur en fait où il y a juste une prise qui sert à une hotte en oui. hauteur, mais Hmm. aucune autre arrivée d'électricité. Et j'aimerais savoir si on avait le droit de tirer un fil à partir de la prise pour installer un éclairage mural au-dessus d'un évier. Alors, je vais vous dire, d'un point de vue normatif, non. D'accord? Ça, c'est par rapport à la NFC 1500, c'est-à-dire que si vous aviez une installation à faire neuve et la faire contrôler, ça ne serait pas acceptable. Mais à partir du moment où c'est une ligne pour une hotte, à partir du moment où vous allez mettre du fil, ce qu'on appelle en 1,5 mm², c'est D'accord? acceptable. C'est acceptable. D'accord. Donc j'ai le Voilà. droit si je prends du 1,5, je peux tirer sur la prise et mettre une espèce de petite boulotte qui va jusqu'au luminaire Voilà, exactement. Vous mettez une sur le petite mur. boulotte automatique, autocollante. Vous avez chez Legrand, ils en font qui fait 1 cm sur 1 cm avec un petit double face arrière. Donc vous Ah avez même, d'accord. voilà, vous les collez directement. Attention, par contre, quand vous le collez, c'est collé, hein. Si vous les D'accord, faut pas décollez, se tromper vous quoi. arrachez. Ah oui, là, faut pas se tromper parce que là, vous arrachez la peinture, vous arrachez le placo. C'est hyper Je puissant. comprends. D'accord. Et si jamais je me rends compte qu'il n'y a pas de prise de terre dans la prise de la hotte, est-ce que je Alors, peux oui, faire une oui, prise de terre moi-même en branchant sur une canalisation ou non, quoi? non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Mais par contre, le matériel que vous allez utiliser d'un point de vue électrique, c'est ce qu'on appelle de la classe 2, c'est-à-dire Oui. un appareil d'éclairage qui n'a pas de terre. Ah, de toute façon, elle n'a pas de terre. D'accord. Voilà. Alors, comment on le repère? Il a un double carré. Vous avez un D'accord. petit dessin sur le matériel, c'est un petit double carré l'un dans l'autre. Et vous D'accord. n'avez pas de prise de terre. Il faut surtout pas chercher à brancher la prise de terre. D'accord. Donc on laisse comme ça. D'accord. Voilà, vous mettez 2 fils. Moi, ça m'est arrivé en tant qu'artisan de faire, pour ne pas avoir repassé un fil, faut être honnête. À partir du moment où le matériel classe 2 est installé, il n'y a pas besoin de terre. Ah, je comprends. Et est-ce qu'il y a une Voilà. distance, et merci beaucoup, hein, j'ai une dernière question, est-ce qu'il y a une distance minimale par rapport à l'évier? Oui et non. Oui et non. En fait, il y a toujours l'histoire du point d'eau. Alors, en fait, ce qu'on appelle un point d'eau,
c'est un endroit, un point d'eau dangereux, c'est un endroit où on peut avoir les pieds nus immergés. D'accord? D'accord. Donc un évier, c'est pas un endroit où on a les pieds nus immergés. Mais autant que possible, on va pas Ça mettre peut une prise arriver de... s'il y a une inondation, je ne sais quoi, mais c'est rare. Oui, mais bon, c'est rare. Mais là, si vous voulez installer par exemple une prise électrique, moi je dis que jusqu'à 30 centimètres de chaque côté de l'évier, il n'y a pas de problème. L'éclairage, D'accord. s'il est au-dessus, il n'y a aucun souci. D'accord, très bien. Ouais. Merci pour vos conseils, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci. Moi, j'avais une question. Oui, Voilà, Corinne. Une question pour une cuisine. J'ai un réfrigérateur, une machine à laver, oui, un four électrique, un four à micro-ondes, un autre petit four électrique qui est posé sur un plan de travail, oui. et une cafetière, voilà. Et je voudrais savoir combien de lignes doivent être tirées disponibles à partir du tableau électrique pour tout ça. Alors, en fait, là, il va falloir ce qu'on appelle différencier, quels sont les points qui sont être importants ou pas importants, c'est-à-dire au niveau de la puissance de chaque four. Donc là, vous me dites que vous avez 3 fours, en fait, un micro-ondes et 2 fours. Électrique, oui. Un tout petit posé sur un plan et l'autre intégré dans la cuisine que je n'utilise jamais. Voilà. Donc, le four, c'est une ligne spécialisée. Donc, ça veut dire que c'est une ligne pour le four qui est encastré, c'est une ligne toute seule. D'accord? Le frigo, on essaye autant que possible de faire aussi une ligne sol, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un élément qui doit fonctionner tout le temps. Et si vous avez à doubler, par exemple, avec un four qui peut avoir un problème de déclenchement intempestif, ça peut être ennuyeux. Donc, autant que possible, les frigos congélateurs, on les met individuellement dans une cuisine. D'accord. C'est pas une histoire de puissance, c'est tout simplement un conseil par rapport à l'utilisation. Maintenant, si vous avez un petit four mobile sur plan de travail, vous pouvez le brancher sur une prise classique. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais pas sur Donc, une multiprise. Pas oui. sur une multiprise. Oui, et donc ça veut dire qu'il faut que je regarde ce qui se passe derrière la cuisine parce que je pense qu'il y a Oui. une multiprise. Et puis il y a la machine à laver le linge. Ah, elle, c'est une ligne indépendante aussi. D'accord, donc il m'en faut 3 en fait. Voilà. Et par contre, oui, éviter la multiprise pour le petit four. Ok. Ah, ça, c'est clair. Hein. Vaut mieux mettre une double prise ou une triple ou 3 ou 4 prises, c'est-à-dire dans votre mur ou dans une goulotte. Oui. Qui va être beaucoup plus sécuritaire que de mettre une multiprise. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Il y a une autre question. Bonjour. Bonjour. David, moi j'ai une question. J'ai acheté du câble électrique comme ça. Là. Oui. Vous voyez, c'est du rouge et noir et c'est deux fois 1,5 mm carré. Oui, c'est du fil haut-parleur. Ouais, c'est du fil haut-parleur, ouais. Ouais. Souple. Et je me posais la question de savoir si je pouvais m'en servir pour mettre une guirlande lumineuse. Il n'y a pas d'interdiction. Parce que c'est du 1,5 mm donc il n'y a pas d'interdiction. D'accord. Les noirs, c'est tout simplement pour pouvoir différencier en plus et moins sur un haut-parleur. Ah, ok. Mais voilà. Sinon, en termes de fil, le fil, courant qui va passer dedans, à partir du moment où c'est 1,5. Voilà. Il est quand même recommandé quand on fait des installations dites fixes dans une installation, hein, dans un domestique, de mettre du fil rigide. D'accord. Mais si vous avez que ça, vous en avez et vous mettez ça sous goulotte ou sous moulure, il n'y a aucun problème. Ça passe. D'accord. La différence, c'est que on peut reconnaître le plus et le moins et que c'est souple. C'est plein de petits fils de cuivre. Voilà. Ouais, c'est souple. C'est la différence. Voilà. Ok. Merci. De rien. Peut-être une autre question. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. J'ai une question que j'ai posée par écrit. Comment installer un luminaire sur un boîtier DCL?
Alors, il va vous falloir une petite. Alors, le boîtier, il est mural, en applique ou au plafond? Au plafond. Au plafond. Donc, là, actuellement, qu'est-ce que vous avez qui est branché dessus? Une douille. Ampoule. Oui, une ampoule avec une douille DCL. Oui, c'est ça. Et sur cette douille, vous devez avoir un petit connecteur sur le côté rectangulaire qui est en fait la fiche que vous allez désolidariser et que vous allez raccorder sur l'appareil d'éclairage que vous allez acheter. D'accord. Et ça, c'est le mode d'emploi, il est indiqué sur quand on achète la suspension? Pas vraiment, pas vraiment. Après, vous allez, bon, je veux dire, sur Internet, vous regardez connexion DCL. Mais là, le petit connecteur rectangulaire, vous allez vous retrouver avec une petite vis. Vous desserrez la vis. Vous allez avoir, alors selon les modèles, mais en général, c'est comme ça, vous allez enlever la petite vis. Vous allez l'ouvrir, c'est comme un petit clapet. Et là, vous allez avoir 3 bornes qui sont repérées, L, N et Terre. Oui. Et là, vous raccordez, en fait, si vous avez un luminaire, vous avez 2 fils, marron et, en général, c'est marron et bleu, le bleu sur le neutre et le marron sur la face, c'est-à-dire L. D'accord, mais donc c'est accessible à quelqu'un qui est débutant ou... Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous n'avez aucun risque. Vous n'avez pas besoin de couper le courant pour pouvoir raccorder votre appareil. D'accord, très bien. Merci. Parce que c'est comme vous aviez une fibre, comme si vous étiez en train de brancher une prise au mur, hein, tout simplement. D'accord, très bien, merci. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonjour. Merci pour ces questions-réponses, c'est utile. Je voulais revenir en fait sur une question tout à l'heure qui a été posée par une dame pour les fils de sa cuisine. Oui. Vous disiez qu'il fallait une ligne pour le four, une ligne pour le frigo. Par ligne, vous entendez prise? Oui, oui. Oh, d'accord, je voulais juste être sûre. Et c'est du 2,5 mm² avec un disjoncteur en amont au minimum de 16 ampères, mais quand on est sur, par exemple, une machine à laver, on va mettre un 20 ampères. D'accord. Alors que sur le four, on va pouvoir mettre du 16 ampères. 16 ampères, d'accord. Et sinon… Mais, oui. Non, je vous laisse finir, pardon. Mais bon, n'ayez pas peur parce que quand vous achetez un four encastré ou quand on regarde sur les nouveaux fours, en fait, le fil qui est derrière, en général, c'est du 1,5 mm² souple. Oui. Donc, il est beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que c'est comme tout le matériel, hein, comme les machines à laver. Hein. Il y a 30 ans, une machine à laver, c'était 3000 watts. Aujourd'hui, c'est 1200 watts. Donc, ça consomme, c'est beaucoup moins énergivore. Donc, automatiquement, le fil est plus petit, ce qui est normal. Mais au niveau de l'installation électrique, on prend toujours le cas le plus défavorable, c'est d'avoir un four de forte puissance et on met du 2,5. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, sinon, moi, j'avais une question sur le fait de vérifier la terre. Est-ce qu'il existe pour nous non professionnels une manière de vérifier que nos prises sont bien reliées à la terre? Alors, si vous avez un appareil de mesure ou pas? Non, mais il y a la possibilité d'acheter un appareil. Oui, vous achetez un appareil de mesure et en fait, je vais vous faire le petit schéma rapidement si je peux, parce que j'ai plus accès à mon partagé. Je vais demander à Nicolas, tu peux pas me remettre en grand écran ou pas, s'il te plaît? Je te redonne tous les droits, vas-y. Ouais. Alors, parce que là, j'arrive pas à partager. Parce qu'on voit toujours ton écran. Mon écran blanc? Le dessin de tout à l'heure. Alors pourquoi je ne l'ai plus? Là, on le voyait vu. Ah là, vous ne le voyez plus. Non. Là, j'ai tout le monde, donc je vais le repartager. Voilà. Hop. Là, vous devez le voir. Oui. On voit l'ancien dessin, oui. Alors, je vais tout effacer. Alors, au niveau d'une prise électrique, si je la dessine comme ça, alors au niveau normatif, ici vous avez normalement ce qu'on appelle la terre, en haut, toujours en haut. Hein. Et là, vous avez 2 fiches, vue de face. Hein, je parle bien vue de face hein, chez vous, si elle est ronde ou carrée, hein, d'accord. Normalement, ici, vous devez avoir le neutre de raccordé à gauche. Et ça, c'est normatif. Et ici, la phase. OK, vous me suivez? Oui. Donc là, pour vérifier tout simplement s'il y a du courant, vous allez prendre un appareil qu'on appelle un voltmètre, que vous allez brancher entre phase et... Normalement, on doit se retrouver avec 230 volts. D'accord? Oui. Ensuite, vous allez prendre la fiche de phase
Ici, vous la débranchez, vous allez venir la brancher sur le neutre. En fait, on va se retrouver avec l'appareil comme s'il était là, un deuxième voltmètre. Et là, vous devez trouver 0 volt entre le neutre et la terre. Mhm. Et je vais faire une troisième mesure en déplaçant tout simplement ma fiche terre, la fiche de neutre. Je me remets fiche sur la phase et le fiche de neutre, je viens le mettre sur la terre. C'est-à-dire, je me retrouve entre phase et terre. Et là, si la terre est bien raccordée, je dois me retrouver avec 230 volts. D'accord. D'accord? Par contre, il peut arriver, hein, j'ai bien, il peut arriver que sur certaines installations, vous n'ayez pas 0 volt, vous vous retrouviez des fois aussi avec 110 volts. Alors, ce qui est ennuyeux, mais là, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre installation. Donc là, il faut faire appel à un électricien parce que là, c'est une recherche de panne qui est quand même, je dirais, il faut quand même pas mal d'expérience professionnelle pour pouvoir dépanner à ce niveau-là. Mais pour bien faire, il faut faire les 3 phases. Voilà, exactement. C'est-à-dire, phase neutre, vous devez avoir 230 volts, neutre, terre, vous devez avoir 0 volts, et terre, phase, vous devez avoir 230 volts. D'accord. Voilà. Et ça, on le fait sur les prises, mais on n'a Oui. pas la possibilité. Est-ce qu'on peut le faire aussi au niveau du tableau ou pas? Ah oui, vous pouvez le faire sur le tableau sans problème, hein. Normalement, dans votre tableau, en bas, tout en bas, vous devez avoir une petite barrette avec la terre. D'accord. Alors, il peut arriver que vous ayez une ancienne installation et que Oui. là, c'est justement comme ça qu'on retrouve 110 volts, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec tous les fils bleus branchés ensemble. C'est ce qu'on appelle en neutre commun. Et si vous avez ça dans votre tableau électrique, première chose à faire, c'est d'appeler un électricien pour qu'il vous refasse un tableau aux normes. D'accord. Hein, parce que c'est dangereux aussi bien pour les personnes que pour l'installation. Entendu. Voilà. Et moi, j'avais, vous m'entendez? Oui. J'avais ma terre qui était branchée sur ce qui est interdit maintenant, sur une descente d'eau. Oui. Oui, c'est complètement interdit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes dans un immeuble, Je suis dans une maison. dans une maison. Alors, le problème, c'est que lorsqu'il y a ce qu'on appelle une perte de courant à la terre, parce qu'en fait, la terre, elle sert à évacuer une perte de courant dans un appareil. Et ce qui fait que vous pouvez avoir un appareil qui se trouve, par exemple, au sous-sol, on va supposons au sous-sol, et puis qu'il y a une personne qui prend une douche au premier étage et qui risque de prendre une châtaigne ou être électrisé parce que c'est sur la même canalisation. D'accord. En fait, là, quand vous avez ce genre de choses, il faut faire un piquet de terre, ce qu'on appelle donc un piquet qui fait à peu près 1,50 m, qu'on branche à l'extérieur, avec un fil en 16 mm² qu'on vient raccorder dans le tableau électrique. Et après, on naturellement distribue la terre dans toute la maison. J'avais fait venir quelqu'un qui avait évalué les prises et puis aussi les déperditions de chaleur, vous savez, avec un truc. Oui. Voilà. J'avais fait, avant d'emménager dans la maison, j'avais fait faire tout un bilan. Ouais, le diagnostic. Il m'avait dit, oh là là, Noël, tes prises, elles sont très mauvaises. Et c'est parce que c'était branché sur le. Il n'y avait pas de prise de terre, en fait. C'était branché sur l'eau. C'est ce qu'on faisait avant hein, en dépannage, on va dire. Et le problème, il y a un deuxième souci, c'est que lorsque vous branchez sur une canalisation, vous allez en fait fatiguer tout ce qui est tuyauterie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une soudure, on a fait un affaiblissement des résistances, qu'on appelle un affaiblissement mécanique des appareils et du matériel plutôt, et on risque des fuites. Voilà. C'est Voilà. mes grands-parents qui avaient fait ça. Hein. Oui, mais ça c'est normal. Hein. Vous allez dans Paris. Moi j'en ai. Bon, je suis plus électricien artisan. Hein, je suis formateur maintenant, mais j'ai été artisan pendant des années et mais même en discutant avec certains de mes collègues, ils en trouvent encore hein, dans Paris, sans problème. Ah ouais? Ah oui, il y en a encore énormément. Ah ouais. D'accord. Merci. Voilà. D'autres questions peut-être? J'ai une question, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai des prises normalement qui sont avec à la terre, toutes, mais sur certaines d'entre elles, par exemple, ni je peux brancher l'aspirateur, ni je peux brancher la recharge de mon portable. Oui. Alors que toutes allument la lumière, quoi. Enfin, je veux dire, éclaire l'ampoule. Pourquoi? Je n'arrive pas à bien comprendre votre problème.
En fait j'ai des prises sur lesquelles je peux brancher Ouais, l'aspirateur et d'autres, oui. non. Alors, soit vous avez, elles sont ce qu'on appelle des prises commandées par un interrupteur, ce qui est Oui, c'est fort vrai. possible. C'est vrai, oui. Oui. Voilà, donc ça veut dire en fait, la prise est considérée comme un point d'éclairage, donc c'est comme si vous allumiez votre plafond. Ah Donc, oui. on appuie sur le bouton, tout simplement. Mais attention, lorsque vous avez ce genre de prise, ne l'utilisez pas pour mettre l'aspirateur pour la simple et bonne raison, c'est que la prise par elle-même va tenir le coup par rapport à l'appareillage, mais l'interrupteur, lui, il peut, je dirais, il peut supporter 6 ampères, voire 10 ampères maximum. Donc ça veut dire que c'est l'interrupteur qui risque d'être détérioré. D'accord. En Voilà. fait, une prise commandée, c'est comme un plafonnier, en fait. Exactement, c'est considéré comme un point d'éclairage. Parfait, merci. Voilà. Peut-être d'autres questions? Oui, s'il vous plaît, j'ai encore une question. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Alors, je ne suis pas sûre que ça relève de l'électricité, mais c'est un phénomène un peu bizarre. J'habite un appartement depuis plusieurs mois et j'entends le soir, à peu près toujours vers la même heure, vers minuit moins le quart, une espèce de bruit clong, enfin assez fort, et qui se répète tous les jours. J'ai une amie qui a le même genre de problème et qui s'interroge et on pense toutes les deux que ça pourrait venir du compteur électrique ou de l'électricité. Oui, alors justement, c'est bien du compteur électrique, c'est parce que vous avez un abonnement jour-nuit. Ah, voilà. Voilà, en fait, vous avez ce qu'on appelle un contacteur ou un relais de déclenchement qui se met en route à partir du moment, à une certaine heure. En fait, si vous en êtes pas maître, hein, c'est l'EDF ou votre distributeur qui va envoyer une information sur le réseau électrique et qui va enclencher ce relais, en fait, pour pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel. D'accord, je vous remercie. J'avais pensé à ça, mais quand j'ai regardé ma facture d'électricité, j'ai vu que les horaires dits jour-nuit ne correspondaient pas en termes de Oui, capteurs. mais ça, c'est pas forcément, c'est selon la région, parce qu'il faut bien être conscient que tout le monde n'est pas enclenché en même temps et coupé en même temps. Sinon, ça serait grave au niveau du réseau électrique. Okay. Donc, il peut y avoir des différences entre l'abonnement, les retours d'informations, etc. Oh. Mais juste une petite information pour tout le monde. Il faut quand même, lorsque vous avez un abonnement jour-nuit, il faut bien faire ces calculs parce que c'est pas forcément le plus économique. Hein. Ah. Voilà. Ça se calcule, hein, parce que quand on est plus de 2 personnes, ça vaut le coup. Mais quand on est moins de 2 personnes dans un appartement ou dans une maison avec un ballon d'eau chaude, etc., faut faire les calculs parce que lorsque vous êtes effectivement en jour-nuit, vers la nuit, vous avez un tarif qui est bien moindre. Mais quand vous êtes dans la journée, vous êtes sur un tarif supérieur à un abonnement classique. Et vous payez aussi un abonnement supérieur à un abonnement classique. Donc, ça doit se calculer sur l'année, voire 2 ans. En général, on fait le calcul sur 2 ans. D'accord. Je suppose qu'on trouve sur Internet des conseils sur comment calculer. Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. De rien. Oui, j'ai une autre question, cette fois sur un plafonnier dans un salon qui a été installé gentiment par ma famille au moment où j'ai emménagé dans cet appartement. Et il se trouve que quand j'allume la lumière dans la pièce, il fonctionne très bien ce plafonnier. C'est composé de 4 boules. Je vois pas très bien les ampoules à l'intérieur, à quoi elles ressemblent, si c'est du LED ou pas. Et en revanche, quand j'éteins tout le soir, en fait, je me rends compte qu'il reste légèrement allumé. Oui, c'est de la LED dans la pièce. Oui, c'est de la LED. C'est du LED et c'est le souci de certains appareils. C'est ce qu'on appelle un effet rémanent. Moi, personnellement, je l'ai aussi. Vous avez un retour de courant par cette petite carte électronique et lorsqu'on malheureusement du matériel qui est un petit peu, je dirais, moins cher, il y a ce phénomène rémanent. Ah d'accord, donc je ne m'en inquiète pas, il n'y a pas de risque. Non. Par contre, c'est gênant. Mais si vous avez ça, par exemple, dans une chambre à coucher, oui. c'est pas top. Voilà. Merci. De rien. Une autre question, peut-être?
Ouais, Eric, tu m'entends? Oui, oui, Nico. Alors, petite question. Vu Oui, qu'on est tous confinés et qu'on dépend de voilà. notre connexion Internet, Hmm. est-ce que tu peux nous donner des conseils pour les gens qui ont des bornes de courant pour le CPL, pour le courant porteur en ligne? Parce que Oui, quand l'installation est complexe, souvent les bornes fonctionnent très mal et donc du coup on passe en Wi-Fi parce que ça eh fonctionne pas très ben, bien dans toutes les maisons. Donc, est-ce que tu moi, je aurais des t'avoue, conseils? j'ai une réponse un peu de normand. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Alors, en fait, le problème des CPL, c'est tout simplement dû au réseau électrique dans la maison. Il peut y avoir un problème de connexion, un fil qui soit oxydé, etc., et que ça fonctionne pas. Moi, j'ai le cas perso chez moi, tout simplement entre ma box et ma box de télé. Elle fonctionnait très bien. Et un jour, elle s'est mise à ne plus fonctionner. Donc, j'ai fait tous les tests, resserré les fils et tout, et ainsi impossible de remettre les plugs. Donc, du coup, bah, j'ai tiré un fil en RJ45 parce que j'ai enlevé la Wi-Fi. J'ai tiré un câble entre les deux. J'ai un autre cas chez un copain, dans une même pièce, dans un séjour salle à manger, ça fonctionnait pas. Et en branchant la box de l'autre côté dans une pièce indépendamment avec une rallonge, ça fonctionnait un truc de fou. Donc ça, c'est complètement aléatoire. Donc tu as fait comme moi. Donc il n'y a aucun moyen pour pouvoir savoir d'où vient le Non, problème, de quelle prise, non, quel est le fil non, qui pose non. En problème. fait, c'est D'accord. une histoire de connexion, en fait, de dérivation dans une boîte de dérive, une connexion qui est mal faite, une oxydation. Voilà. C'est vraiment aléatoire. Ouais, donc à part tout reprendre à zéro, c'est très Ah compliqué de oui, mettre le doigt sur ah oui. l'endroit du problème, quoi. Des fois, c'est un coup de chance, hein, de trouver le problème. Hein. Donc la solution, le RJ45, Voilà. comme j'ai fait, d'accord. Voilà. Je pense que, de toute façon, bon, je dirais que moi, j'ai fait pas mal de formations chez Schneider, hein, au niveau de la domotique et du réseau. Et tous les formateurs que j'ai pu avoir, la seule chose qu'ils nous disaient, de toute façon, un fil de cuivre, on sait quand ça passe. Le sans fil, on ne sait pas. Voilà. Donc eux, ils sont pas, même les pros évitent justement le sans fil. J'ai une question, moi. Oui, Donc c'est David. oui, Justement, par rapport à cette histoire de CPL, moi, chez moi, c'est du triphasé. oui, Donc, lorsqu'ils ont refait le système électrique, une partie qui est sur… tout n'est pas sur le même… sur la même phase. à la même phase. Et Ouais. donc, par rapport au CPL, bah, c'est un problème. Ah bah oui, Ouais. ça c'est le problème. Et il se trouve que j'ai pas de plan réel de ce qui va sur une phase et ce qui va sur l'autre. Hmm. Donc, quand ils ont partagé, bah, ils ont fait un peu, ils ont réparti en gros Oui, ils ont fait ce qu'on appelle un équilibre de phase. voilà, un équilibre de Hmm. phase qui est autant de puissance un peu d'un côté ou de l'autre. Hmm. Mais je sais pas par rapport à mes prises, bah, là où ça va être sur le même circuit ou si ça va pas être sur le même circuit. Donc, je sais pas si mon CPL, Ah non, on peut pas. non, on peut pas savoir. Mis à part de couper chaque départ et de repérer, on a aucun moyen de pouvoir voir comme ça. C'est Et le souci du tri. Hein. chaque départ, c'est-à-dire pour pouvoir voir quelle prise fonctionne sur quelle phase, ça, c'est compliqué. Non, en fait, il faut ouvrir le tableau électrique déjà. Donc, normalement, si c'est bien fait, vous avez 3 fils rouges et un fil bleu. Voilà. Et chaque fil rouge doit alimenter un réseau de disjoncteurs ou je ne sais pas si vous avez des coups de cercle fusibles. Donc, en fonction de chaque phase, vous avez un certain nombre de départs. Voilà. Et bah, soit vous arrivez à couper une des phases, c'est-à-dire vous dites dans votre tableau, bah, je regarde la phase 1, je coupe tous les disjoncteurs qu'il y a sur cette phase-là, je coupe la phase 2, je coupe tous les disjoncteurs et je regarde ce qui fonctionne sur la phase 3. Ah, d'accord, ok. Voilà. Je comprends. Mais donc, il y a un fil bleu et 3 fils rouges. Normalement, un fil bleu et 3 fils rouges ou un bleu, 2 noirs et un rouge ou 2 noirs et un marron, tout dépend comment l'électricien a pris. D'accord, ça c'est pour les 3 phases en gros. Voilà, exactement.
D'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est que le bleu, c'est le neutre. Hein. Ça, c'est normatif. okay. Donc, et donc, il y a bien, il y a bien 3 phases. Donc, il y a 3 circuits, en fait. C'est ça ou je me trompe? donc en fait, la puissance est répartie sur les 3 phases. Sur les 3 phases, d'accord. C'est ce qui était préconisé avant quand on avait des fortes puissances, parce que toujours pareil, avec l'évolution, on a des installations qui sont beaucoup moins énergivores qu'avant. Et auparavant, dès qu'on avait un peu de chauffage électrique, accumulation, etc., l'EDF préconisait d'être en triphasé. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, au niveau domestique, hein, je parle bien domestique, ça disparaît petit à petit. Et même là, j'ai un ami qui lui a des machines à outils de menuiserie, hein, il est menuisier. Donc, à titre personnel et individuel, il a voulu avoir le triphasé. Il a eu pendant 3 ou 4 mois, il a été obligé d'aller voir l'EDF pour pouvoir avoir le triphasé chez lui. Mmh. Donc, ils sont pas, je dirais, ils sont très frileux pour vous remettre le triphasé. Alors que quand vous l'avez, c'est un peu ennuyeux, mais c'est quand même, au niveau économique, c'est quand même top. Ah bon? Ah oui. C'est moins cher. Moins cher, vous pouvez répartir en fait votre puissance sur les 3 phases. Et pourquoi c'est moins cher? En fait, pour eux, parce que c'est beaucoup plus facile à produire que sur un monophasé. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'ils vous envoient une puissance sur les 3 phases. Donc, ils vous chargent à vous après d'être bien équilibré. D'accord, d'accord. Et si vous regardez le disjoncteur abonné, par un abonnement classique d'une maison avec chauffage électrique, on est à 45 ampères. Là, sur un triphasé, vous serez qu'à 15 ampères. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est l'abonnement qu'on peut réduire alors. Oui. Ouais. Mais au niveau de la consommation, c'est pareil. Vous aurez la même conso. Hein. Oui. Une machine à laver, elle consomme casse compris en mono. C'est toujours pareil. Si vous avez une plaque de cuisson, vous pouvez la brancher en triphasé. Un ballon d'eau chaude qui fait 300 litres, on peut le brancher en triphasé. Du certain chauffage ou par exemple une chaudière électrique, on va pouvoir la mettre en triphasé. On sera moins ennuyeux que d'être en mono. Parce que là, il va falloir un disjoncteur complémentaire, des fils beaucoup plus gros, etc. Donc au niveau de l'installation, c'est quand même un peu plus conséquent. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien. Moi, c'est Noël, j'avais toujours dans la maison de ma grand-mère, on avait le triphasé, en fait, mes grands-parents avaient le triphasé. Comme on a refait faire toute l'installation par un électricien, puisqu'il y avait tout à refaire, on avait encore des câbles, des fils entourés de tissu. Hein, donc en coton, c'est un peu vieillot comme installation qu'on a Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait du triphasé. Je ne sais pas s'ils l'ont retiré, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Tout dépend de l'abonnement. Hein. C'est en fait, je ne sais pas ce que vous avez comme abonnement. Je regarderai. Et sinon, j'ai une question que j'arrive pas à résoudre en la posant aux personnes concernées. En l'occurrence, c'est la box. Oui. Chaque fois que je demande combien ça consomme une box, puisque normalement, on sait moi, je fais attention à mes dépenses d'énergie, ne serait-ce que pour l'écologie. Donc, je demande à Orange, je demande tout ça. Ils ne sont incapables de me dire quelle est la consommation d'une box. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la consommation d'une box? Alors, avec un appareil, on peut le savoir. On peut mesurer ce qu'on appelle avec un wattmètre ou même un ampèremètre en faisant le calcul. Mais bon, c'est de l'ordre d'une centaine de watts à peu près. Hein. Ah, quand même? Ah oui. Un PC, par exemple, une station, c'est aux alentours de 300 watts. Hein. D'accord. Donc, ils nous disent d'éteindre la box. Enfin, ceux qui veulent qu'on fasse des économies, ils nous disent. C'est clair. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est qu'on est plusieurs dans cette maison, qu'on fonctionne pas aux mêmes heures et tout, donc c'est quasiment impossible d'éteindre la box, quoi. Alors, est-ce qu'il pourrait pas y avoir, comme pour les ordinateurs, moi, quand je suis plus sur mon ordinateur et que je descends manger, il se met en veille. Est-ce que techniquement, ce serait possible qu'une box se mette en veille? Tout est possible, mais sur la box par elle-même, là vous allez rentrer sur, là c'est plutôt d'un point de vue informatique, donc là c'est par rapport à, comme la box ça vous appartient pas, hein, et plutôt elle appartient à votre distributeur, donc là vous pouvez pas rentrer dedans. Par contre, il existe des multiprises
qui sont avec un petit interrupteur et qui, au bout d'un moment, qui en fait mesurent en permanence la consommation et qui, au bout d'un moment, dès qu'il n'y a plus d'activité, va se mettre en veille automatiquement. Le seul souci, c'est qu'il va falloir avoir une action manuelle pour pouvoir la réactiver. Ça, c'est la première chose. Vous avez aussi toujours pareil avec certaines multiprises, et là on rentre dans le domaine de la domotique, c'est d'avoir des multiprises pilotées ou des prises pilotées par votre smartphone et de préprogrammer. Oh. En fait, vous avez votre smartphone et puis quand vous avez besoin de votre box, vous appuyez sur votre smartphone, il va l'activer, terminé. Vous n'en avez plus besoin, vous rappuyez dessus comme si vous aviez un interrupteur. Mais si on est plusieurs, on risque pas de foutre la merde pour les autres s'ils sont sur… Ah, ça c'est clair, ça c'est sûr. Mais après, c'est toujours pareil. Si vous dites au niveau de la programmation de l'appareil, si vous avez programmé pour qu'il s'éteigne à telle heure, il se coupera à telle heure. C'est comme pour un PC qui se met en veille automatiquement au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure. Oui, c'est ça que je pensais, c'est plutôt à l'utilisation, comme on est plusieurs, s'il détecte une phase où plus personne n'est sur la box parce que soit on est tous allés manger, soit voilà. Alors c'est justement, c'est ce que je vous disais, c'est la multiprise. C'est la multiprise qui détecte d'elle-même la consommation. La consommation. Mais là, il faut réappuyer sur la multiprise. Ah bah là, alors, moi, avec un point d'interrogation parce que je ne sais plus quelle marque, mais il me semble qu'il y a une marque qui existe où justement qui va mesurer votre consommation et qui va se mettre en veille. Et avec le smartphone, vous pouvez la réactiver à distance. Ouais, sauf que moi, j'ai pas de smartphone, mais à part ça. Ah ben voilà, donc l'affaire est réglée. Voilà. Donc, on est obligé, parce qu'on est sur plusieurs étages en plus. Enfin, ah oui, non, mais je vais vous dire honnêtement ce que vous allez faire en limitation. Parce qu'il faut savoir quand même qu'un appareil, à chaque fois que vous l'allumez, consomme beaucoup plus que quand il fonctionne tout le temps. Ah bon? Ah mais bien sûr. Ils nous le disent pas, ça, quand dans les économies d'énergie. Ah ben oui, mais ça, on oublie. Quand on a des belles installations, il vaut mieux la laisser. Regardez par exemple à la Défense, je prends l'exemple de l'éclairage. Plus maintenant avec la LED, mais auparavant, toute la semaine, c'était allumé les plateaux de bureau. Jour et nuit. Pourquoi? Simplement pour une histoire de consommation. Ça consommait moins. Ça consommait moins que de les allumer 10 fois par jour. Ah, mais c'est incroyable. Mais oui, mais c'est comme ça. On ça. n'entend jamais ça. Ah bah oui, mais ça c'est… toujours sortez d'une pièce, éteignez la lumière. J'ai l'impression d'entendre mon papa dans les années 60. Alors c'est à certains appareils, attention, pas une ampoule à incandescence. Tout en sachant qu'une ampoule à incandescence, l'ampoule classique qui est plus fabriquée depuis 2012, et elles avaient 95% de perte. C'est-à-dire pour 10 € de payer de consommation électrique dans l'année, c'était 9,50 € qui partaient dans la nature. Et c'est pour ça qu'on éteignait en sortant de la pièce. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, avec la LED, avec tous les systèmes de LED qu'on a aujourd'hui, elles ne sont plus éteintes par exemple dans les bureaux. On a l'impression que c'est éteint, mais en fait, elles sont à 10% de leur fonctionnement. C'est-à-dire que l'œil humain ne voit pas le faisceau lumineux à 10%, sauf qu'elles consomment pratiquement rien. Et quand on l'utilise au maximum, elles sont à 90%. Je comprends pas, utiliser moins, utiliser un maximum, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que quand il n'y a personne dans une pièce, elles ne vont pas s'éteindre. Elles vont baisser de luminosité jusqu'à 10% de sa consommation. Ça veut dire qu'il y a une détection automatique, là aussi, de présence de personnes dans la pièce. Voilà, exactement. Et puis, on va prendre aussi un capteur lumineux par rapport au soleil, etc. Donc là, on rentre sur de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle la maison économique, passive et avec de la domotique. Mais moi, j'ai pris des ampoules, l'école connaît bien au BHV, et c'est des ampoules de 2 watts. Oui, c'est de la LED, donc ça consomme rien du tout. Voilà, c'est ça. Ah oui. Une ampoule classique pour voir clair, avant, c'était 60 watts. Aujourd'hui, vous avez entre 2 et 4 watts, vous éclairez. Super bien. En fait, c'est aussi la chaleur d'éclairage qui est différente. Ça, c'est quoi la chaleur d'éclairage? En fait, on va dire la couleur d'éclairage. Nous, on appelle ça une chaleur, mais c'est de la couleur. C'est-à-dire plus blanc du jour, voilà, lumière du jour, lumière extérieure, etc. Donc, on peut jouer là-dessus.
Et ça consomme plus quand c'est lumière du jour, Ah quand non, c'est non, nuit pas du chaude? tout, pas du tout, pas du tout. Ah, ça n'a rien à voir avec la Non, non, ça consommation. n'a rien à voir, c'est tout simplement dans le traitement de la LED. D'accord, ok. Voilà, Merci. de rien. Donc une box c'est environ 100 watts. Et ils peuvent pas faire moins, c'est énorme comme consommation. Vous avez un ventilateur, vous avez un microprocesseur, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur qui développent, hein. Naturellement, quand c'est 100 watts au maximum, hein, c'est une centaine de watts, hein, je crois. Mais après, quand elles sont pas utilisées au maximum, bah, elles consomment, hein, c'est comme tout, hein. Une voiture, si vous roulez à 30 à l'heure, vous allez consommer beaucoup moins que de rouler à 180. En plus, si vous êtes 3 ou 4 personnes dans la voiture, hein. C'est exactement Donc, la même chose. si je comprends bien, quand on est allé tous, exemple, manger à la cuisine, elle va plus ou moins, enfin, elle doit moins consommer d'électricité, la box. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Waouh, super! Enfin éclairé depuis au moins 15 ans que je pose la question à Orange et à tous les autres dans les Ah magasins. bah, mais ils vont pas vous le dire. Ah bah ça a l'air, hein. Ouais. Ça a l'air d'être l'inconnu total, là. Ouais. Mais ils sont pas là pour les économies, ils sont là pour vendre leurs produits. Bah ouais, mais c'est un problème actuellement quand même, hein. Ouais. Surtout que je voudrais pas dire, mais il paraît qu'avec le coronavirus, il y a 30% des gens qui travaillent dans les centrales qui sont malades, donc ils pourraient bien arrêter des centrales. Donc ils pourraient quand même se préoccuper d'un certain nombre de choses, quoi. Bah, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais bon. Bon, et Eric, je Voilà. ne sais pas si tu Oui. m'entends. Oui, Marie. Donc c'est Marie Bah, ça de arrive. Digibricole. Oui, oui. Je voulais On a bien te dépassé. remercier. Oui, oui, il n'y a pas de souci. C'était vraiment pour bien te remercier cette première séance questions-réponses. Remercier aussi tous les participants. Comme ça a rencontré un vrai succès, bah, je pense qu'on va reprogrammer ça parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Moi, je me dis pour une prochaine séance, tu sais, toutes les questions sur le consuel. Je sais qu'on a eu des questions à ce sujet, ça pourrait être des choses intéressantes. Et puis, donc, on va refaire une petite séance en fonction de tes dispos. Voilà, bien te remercier, Eric, parce que tu as vraiment bien joué le jeu. Tu réponds toujours de façon très pédagogique sur des sujets assez techniques. Remercier pour toutes les questions. Et puis, on va vous renvoyer une nouvelle invitation pour d'autres questions-réponses très bientôt. Ouais. Et je pense qu'on fera des thèmes pour les prochaines. Ouais, pourquoi pas des thèmes, exactement. Ouais, et puis, on renverra aussi le lien pour le quiz, parce que je pense que c'était bien là que tu commences avec ça, parce que déjà, ça permet aux personnes de tester leur installation, etc. Ok. Bon, merci à tous. Merci Eric. Merci je vous souhaite Nicolas une pour bonne journée à tous et à toutes. Merci. Et puis, Merci beaucoup. Bon bricolage, reposez-vous bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Au revoir. Au revoir.